Je m'appelle Hélène et je vis depuis des années dans cette vieille maison en briques rouges à Amiens. C'est là que j'ai élevé mes enfants, partagé les joies, les cris, les fêtes et les deuils. Ce pavillon modeste est bien plus qu'un toit, il est le cœur battant de ma mémoire. John, mon mari, m'a laissé trop tôt après un AVC foudroyant. Depuis, je me suis accrochée à ces murs comme à une bouée dans la tempête. Chaque brique raconte une nuit blanche à l'usine textile, chaque plante du jardin un repas économisé pour les études de mes enfants. Antoine, mon aîné, et Camille, ma cadette, ont grandi ici, entre les cris du goûter et les confidences d'adolescents. Je pensais, à tort, qu'ils chériraient cette maison comme je l'ai fait. Mais tout a changé un jeudi après-midi. Je sirotais un café froid à la cuisine quand mon téléphone a vibré. Je n'ai pas l'habitude des messages vocaux, mes enfants appellent rarement, et c'est souvent bref, sans chaleur. Ce jour-là, c'était différent, le nom d'Antoine s'est affiché. Mon cœur a bondi, croyant un geste d'amour. Mais ce que j'ai entendu m'a glacé le sang. Sa voix était dure, étrangère, presque tranchante. Il disait regretter que je sois sa mère, m'insultait d'être incapable, reprochait que je n'ai pas financé son mariage. Il crachait sur ma maison, sur ma vie, et concluait par un rejet brutal. Quand j'ai tenté de rappeler, j'étais déjà bloquée. Je suis restée figée, le téléphone encore en main, comme si ces mots m'avaient giflé en plein visage. Cet enfant, pour qui j'avais tout sacrifié, me reniait sans pitié. La raison de cette haine me revenait en mémoire comme un coup de poing. Quelques jours auparavant, Antoine était passé me voir avec Clara, sa fiancée tirée à 4 épingles. Il m'avait parlé de leur projet de mariage, une fête grandiose, plus de 200 invités, une cérémonie de rêve. Les parents de Clara finançaient une partie, mais ils attendaient de moi, bien plus. Antoine m'avait lancé, presque gentiment, « Tu pourrais vendre la maison, maman. » Comme si c'était logique, comme si ma vie n'était qu'un bien échangeable contre un menu de traiteur. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement dit non, la voix ferme, les mains crispées sur ma tasse. Cette maison, c'est mon combat, mon refuge. Antoine a blêmi, Clara s'est raidie, et la conversation s'est arrêtée là, dans un silence froid. Je pensais qu'il finirait par comprendre. Mais il a préféré me crucifier par message. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. Les souvenirs me hantaient, me déchiraient. Antoine enfant, Antoine étudiant, Antoine à qui je donnais tout, même ce que je n'avais pas. Et voilà qu'il m'effaçait comme une tâche indésirable. Mais au lieu de m'effondrer, une force en moi s'est éveillée. Peut-être la voix de Jean qui me disait toujours de ne jamais plier. Peut-être la dignité blessée d'une mère trahie. Alors, j'ai pris un cahier. J'y ai noté tous mes sacrifices. Chaque heure d'usine, chaque repas sauté, chaque billet économisé. Puis j'ai ressorti mes papiers, titres de propriété, compte, testament. Ce soir-là, j'ai pris une décision que personne ne pourrait inverser. Antoine ne me réduirait pas au silence. Et s'il voulait m'oublier, il apprendrait un jour que l'oubli se péchère. Le lendemain, en allant chercher du pain, j'ai croisé Madame Leroy, ma voisine d'en face. Elle m'a trouvé pâle et m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai souri doucement et j'ai murmuré que c'était juste un peu de fatigue. Comment lui avouer que mon propre fils m'avait rayé de sa vie? Pourtant, derrière ce chagrin immense, un sentiment inattendu prenait racine, le soulagement. Je n'attendais plus rien de lui. Fini les illusions, les attentes déçues, les appels rares. Il n'y avait plus que la vérité, crue et sans phare. Et cette vérité, c'est que même une mère jugée inutile peut devenir redoutable quand elle n'a plus rien à perdre. Je me suis promis de ne plus jamais implorer ni expliquer. Je préparais ma réponse sans éclat, mais avec une précision implacable. Il avait bloqué mon numéro, mais il ne pourrait jamais bloquer les conséquences de ses actes. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous plié pour éviter le conflit? Ou vous seriez-vous dressé pour défendre ce qui vous reste? Les jours suivants s'étiraient comme des silences étouffants. Chaque objet de ma maison semblait chargé d'une mémoire douloureuse.
Chaque pièce me parlait d'Antoine, jadis si joyeux, aujourd'hui si cruel. J'avais perdu l'appétit, le sommeil devenait rare. Mais je n'étais pas brisée. Une colère froide, précise, grandissait en moi. Je réécoutais ce message encore et encore, comme pour me rappeler que je ne rêvais pas. Il avait osé me traiter d'inutile. Moi, qui avais usé mes mains à la filature puis encaisse à la supérette, 10 heures debout chaque jour. Tout ça pour financer ses études. Et parce que je refusais de vendre ma maison, il effaçait mon existence. Camille n'était au courant de rien. Elle vivait à Rouen, heureuse, entourée de ses enfants. Je n'ai rien dit. Elle avait toujours été plus proche de moi, douce, attentive. Je ne voulais pas l'entraîner dans cette douleur. Mais pendant que je taisais mes blessures, je préparais ma riposte. Un matin, j'ai poussé la porte de la mairie d'Amiens. Un employé à lunettes m'a reçu avec un sourire poli. Je lui ai demandé des renseignements sur les dons, les testaments, les protections juridiques. Il m'a orienté vers Maître Joubert, notaire réputé pour son sérieux. En sortant, j'ai ressenti un frisson de puissance. Pour la première fois depuis ce maudit message, je reprenais les commandes. Pas pour me venger avec violence, mais pour défendre ce qui m'appartient. La semaine suivante, j'étais assise dans le bureau de Maître Joubert. L'odeur du cuir et des vieux dossiers flottait dans l'air. Je lui ai exposé ma situation, veuve, 2 enfants, une maison. Je n'ai pas raconté les insultes. Il n'avait pas besoin de les entendre pour comprendre mon besoin de protection. Il a hoché la tête, calme. Nous pouvons établir un testament solide, m'a-t-il dit. Vous pouvez aussi prévoir une donation avec réserve d'usufruit, pour garder la jouissance du bien jusqu'à votre décès. Et si je souhaite écarter un héritier? Il m'a regardé avec gravité. En France, les enfants sont héritiers réservataires. On ne peut pas les déshériter, mais on peut limiter leur part, la rediriger, la contenir. Avec une rédaction habile, on peut protéger l'un contre les abus de l'autre. Je suis sortie de là avec un plan clair. Antoine croyait que je resterais figée. Mais cette fois, la loi serait de mon côté. De retour chez moi, j'ai ouvert la vieille armoire de la chambre. Dans une boîte en fer rouillé reposaient lettres, relevés, souvenirs. Je les ai étalés sur la table comme des pièces d'un puzzle. Jean m'avait toujours conseillé de tout conserver. Aujourd'hui, ces papiers étaient mes armes. Dehors, les passants marchaient sans se douter que je préparais une bataille silencieuse. Pas avec des cris, mais avec des actes, des signatures, de la détermination. Je savais qu'un jour ou l'autre, Antoine reviendrait. Poussé par Clara, son ambition, son orgueil. Mais il ne s'attendait pas à me trouver debout, déterminé, méthodique. Un soir, alors que je feuilletais mes documents, j'ai entendu des pas dans la cour. C'était lui. Et il n'était pas seul. Clara se tenait à ses côtés, drapée dans un manteau pâle, le regard aiguisé. Je n'ai pas ouvert immédiatement. Je les ai observés depuis la fenêtre, immobiles sous le lampadaire, comme 2 étrangers venus envahir ma paix. Je savais qu'ils n'étaient pas là pour faire amende honorable. Quand j'ai finalement déverrouillé la porte, Antoine a lancé d'un ton sec, « Il faut qu'on parle ». Je ne l'ai pas invité à entrer, mais il a franchi le seuil sans attendre. Ils se sont installés dans la cuisine, sans gêne, comme s'ils étaient chez eux. L'atmosphère était électrique. Clara scrutait la pièce, ses yeux glissant sur les meubles, les cadres, les objets, comme si elle en évaluait déjà le prix. « Maman, dit Antoine, on ne peut pas rester fâché. On a besoin de toi. » J'ai levé les yeux vers lui. Ce n'était pas une réconciliation. C'était une tentative déguisée de manipulation. Clara prit la parole à son tour, son ton mielleux masquant à peine l'arrogance. « Vous savez, madame, un mariage, c'est unique. Antoine mérite une célébration à la hauteur. Ce serait un honneur pour vous d'y contribuer. » Je les écoutais sans ciller, mais dans ma tête, résonnait une seule phrase, « J'aurais préféré que tu ne sois jamais ma mère. » Je me suis levée, et servi du thé sans un mot, comme si leur visite n'était qu'un banal passage. Mais au fond de moi,
Je scellais déjà leur sort. Ils pensaient me convaincre. En réalité, ils creusaient leur propre chute. Les jours qui ont suivi ont laissé un goût amer, mais aussi une clarté nouvelle. J'ai compris qu'Antoine ne me voyait plus comme sa mère. Je n'étais plus qu'un obstacle à ses projets. Il ne cherchait plus l'amour, il voulait un héritage transformé en salle de réception. Je passais mes soirées à arpenter la maison, caressant du regard les fissures des murs, les traces du PC. Chaque recoin racontait ma lutte, ma résilience, mon amour pour cette demeure. Je ne laisserai jamais personne me la voler. J'ai pris rendez-vous de nouveau chez Maître Joubert. Son cabinet sentait toujours l'encre fraîche et le cuir ancien. Il m'a accueilli avec cette douceur des gens qui savent écouter. Madame Dupuis, avez-vous réfléchi à ce que nous avons évoqué? J'ai acquiescé d'un geste lent. Oui, j'étais prête. Prête à écrire noir sur blanc ce que mon cœur avait déjà gravé. Je voulais que Camille soit désignée comme héritière principale de la maison. Elle seule avait toujours respecté mes choix. Je voulais aussi garder l'usufruit jusqu'à la fin de mes jours. Et surtout, je voulais que cette maison soit protégée de toute tentative de chantage. Le notaire notait calmement, ses lunettes glissant sur son nez. Nous ferons une donation partage, avec réserve d'usufruit pour vous, et une répartition claire. Antoine aura sa part réservataire, mais elle portera sur d'autres biens, pas sur la maison. Ces mots étaient secs, précis, implacables. Mais derrière cette technicité juridique, je sentais que ma vengeance prenait corps. En quittant son étude, je me suis arrêtée sur la place de l'hôtel de ville. Le ciel d'Amiens était bas, chargé de nuages lourds. Je levai les yeux vers les façades de pierre. Elles avaient vu passer des siècles, des révolutions, des deuils. Moi aussi, désormais, je devenais un rempart contre l'ingratitude. Quelques jours plus tard, Camille m'a appelé. Sa voix était douce, inquiète. « Maman, Antoine veut passer samedi. Il dit vouloir tout clarifier. » Je n'ai rien dit. Puis j'ai simplement répondu, qu'il vienne. Le samedi, il est arrivé seul. Sans Clara. Il avait le visage tiré, les yeux cernés, l'air d'un homme perdu. Il s'est assis sans attendre que je l'y invite. « Maman, je crois qu'on s'est mal compris. Je t'ai dit des choses affreuses, mais tu dois me comprendre. Clara a des attentes, ses parents aussi. J'ai voulu être à la hauteur. J'ai croisé les mains sur la table. Et moi, Antoine, je ne suis pas à la hauteur. » Il a baissé les yeux, puis a murmuré, « Tu pourrais au moins envisager de vendre. » Je l'ai coupé net. « Non. Cette maison ne servira jamais à acheter des fleurs ou payer un traiteur. Si tu veux prouver ta valeur, fais-le par ton travail, pas en piétinant mes sacrifices. » Il a soufflé, agacé. Puis il a frappé la table. « Tu comprends rien. Tu me fais honte. » Il parlait de moi comme d'un poids, comme d'un fardeau accroché à son PC. Je suis resté calme. Mais à l'intérieur, une certitude s'installait, il n'y aurait plus de retour possible. Il est parti en claquant la porte, et la maison a tremblé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Ces mots tournaient en boucle. Honte, inutile, obstacle. Mais à l'aube, j'ai ouvert les volets. Et la lumière du matin m'a apaisé. Il croyait que j'étais faible. Mais j'avais déjà survécu au pire. Je n'avais pas peur de lui. La semaine suivante, j'ai convié Camille à déjeuner. Elle est arrivée avec ses enfants, les bras chargés de tartes et de rires. Je n'ai pas évoqué les mots d'Antoine. Mais elle a deviné, sans que je n'aie besoin de parler. Son regard s'est assombri quand je lui ai parlé de mes démarches avec le notaire. « Tu fais ce qu'il faut, maman », a-t-elle soufflé en posant sa main sur la mienne. « Je ne veux rien. Juste que tu sois en paix. » Ces mots m'ont réchauffé le cœur comme un feu doux après un hiver trop long. J'ai senti, pour la première fois depuis longtemps, que je n'étais plus seule. Mais le coup le plus dur est venu peu après. Une voisine, venue prendre un café, m'a raconté quelque chose qu'elle avait entendu en ville. Clara, dans une boutique du centre, s'était vantée, « Cette maison finira à nous. Il suffit d'attendre que la vieille crève. »
Je suis resté figé. Pas seulement à cause de l'indécence de ces mots, mais parce qu'ils étaient dits avec désinvolture, comme si ma mort n'était qu'un délai pratique. Ce soir-là, j'ai rouvert mon cahier. J'y ai inscrit une phrase unique, en lettres capitales. Je ne suis pas une vieille inutile. Je suis la gardienne de ce qui reste de ma dignité. Ils paieront le prix de leur mépris. Dans la cuisine silencieuse, entourée de dossiers et de souvenirs, j'ai compris que mon combat ne faisait que commencer. Antoine et Clara n'abandonneraient pas si facilement. Ils pensaient sûrement que quelques reproches suffiraient à me faire céder. Mais plus ils insistaient, plus leur impatience les trahissait. Un soir, alors que je refermais les volets, j'ai remarqué une voiture stationnée juste en face. À travers le pare-brise embué, je distinguais la silhouette de Clara. Elle fumait, m'observait. Je n'ai pas réagi. Mais mon cœur s'est accéléré. Il ne demandait plus, il surveillait. Le lendemain, Antoine est revenu. Mais cette fois, il était plus agressif que jamais. « Tu penses vraiment pouvoir vivre ici toute seule ? Les factures, les réparations, tu finiras par supplier qu'on t'aide. » Je l'ai fixé sans cligner des yeux. Je n'ai jamais supplié personne, Antoine. Pas même ton père, quand il est parti en me laissant 2 enfants à élever. Tu crois vraiment que je vais commencer maintenant ? Il a serré la mâchoire, furieux. Puis il s'est approché de la table où reposaient mes papiers. Ses yeux ont balayé les documents. C'est quoi, ça ? Tu prépares un coup contre moi ? Des papiers de notaire ? Tu me caches quelque chose ? Je n'ai pas répondu. Le silence est parfois plus violent qu'un cri. Il a tourné les talons et a quitté la pièce en claquant la porte. Je savais qu'il irait tout raconter à Clara. Que la vieille prépare sa défense. Quelques jours plus tard, un appel étrange est arrivé. Une voix inconnue m'a annoncé qu'elle était courtier immobilier. On m'a dit que ma maison pourrait être en vente. J'ai compris tout de suite. Antoine avait donné mon numéro, espérant m'effrayer. J'ai raccroché sans un mot, mais mes mains tremblaient. Il cherchait déjà à me déposséder, alors que j'étais encore en vie. Le vendredi suivant, Clara est venue, seule. Elle est entrée dans ma cuisine sans attendre qu'on l'y invite. « Madame Dupuis », a-t-elle dit, toute souriante. « Votre maison est trop grande pour vous seule. Imaginez, Antoine et moi, nos enfants courant dans le jardin. Vous seriez une grand-mère comblée. » Je l'ai laissé parler. Puis, calmement, j'ai reposé ma tasse de thé. « Clara, vos rêves ne se construiront pas sur mes ruines. » Ses lèvres se sont pincées. Son masque s'est fissuré. Vous pensez avoir le choix ? Tôt ou tard, cette maison reviendra à Antoine. La loi est de notre côté. J'ai souri. La loi, je la connais. Et c'est justement elle qui vous en empêche. Elle est partie furieuse, claquant la porte si fort que le cadre en a tremblé. Mais en la voyant s'éloigner, je n'ai ressenti ni peur ni doute. Seulement une paix étrange. Leur insistance ne faisait que confirmer que mes précautions étaient nécessaires. Quelques jours plus tard, Maître Joubert m'a convoqué pour signer les premiers actes. Tout était prêt. Donation-partage en faveur de Camille. Réserve d'usufruit pour moi. Clause verrouillée. En quittant l'étude, je me suis sentie plus légère. Mais le destin m'avait encore une épreuve en réserve. Un dimanche matin, après la messe, une voisine m'a interpellée sur le parvis de l'église Saint-Germain. Son visage trahissait l'embarras. « Hélène, je ne sais pas si je devrais vous le dire, mais j'ai entendu Antoine et Clara au café en face. » Elle marqua une pause, puis ajouta, presque à voix basse. « Clara disait que le mariage aurait lieu dans votre maison, ou sur vos cendres. » Mes jambes ont flanché. Il ne rêvait plus simplement de s'approprier la maison, il parlait de ma mort comme d'une échéance logistique. Je suis rentrée glacée. Dans le salon, je me suis assise face au portrait de Jean accroché au mur. J'ai murmuré, « Tu vois, mon amour, ton fils nous est trahi. » Mais je n'allais pas céder. Pas sans leur montrer de quoi j'étais vraiment capable. Ce soir-là, j'ai rouvert mon cahier. D'une main ferme, j'ai inscrit « Je ne suis pas leur victime. Je suis leur juge,
silencieuse et lucide. À partir de ce moment, ma vengeance dépassait le Kedr Legale. Elle devenait une mission intime. La colère froide ne suffisait plus. Je savais que Clara et Antoine ne reculeront devant rien. Alors j'ai décidé de ne plus seulement me défendre, mais d'attaquer à ma façon. Pas avec des cris. Avec des vérités. D'abord, j'ai commencé à observer. Chaque détail comptait. Clara rôdait souvent dans le quartier, prétendant rendre visite à une amie. Mais je la voyais ralentir devant ma maison, les yeux déjà posés sur les volets, comme si elle s'imaginait en maîtresse des lieux. Antoine, lui, évitait mes appels. Mais je savais qu'il faisait circuler des choses. Certains voisins me regardaient étrangement. J'ai compris qu'on racontait que j'étais butée, instable, qu'il fallait me raisonner. Je n'ai pas protesté. Je les laissais parler. Plus ils s'enfonçaient dans le mensonge, plus la vérité deviendrait brutale à leur retour. Un après-midi, j'ai repris rendez-vous chez Maître Joubert. Je lui ai dit clairement, je veux que mes dispositions empêchent Antoine de récupérer cette maison, sauf si Camille Y autorise. Il a hoché la tête sans surprise. Nous pouvons joindre à l'acte un certificat médical. Un médecin pourra attester de votre parfaite lucidité. Cela écartera toute tentative de contestation future. L'idée me soulageait. Je savais qu'il serait capable d'essayer de me faire passer pour folle. Quelques jours plus tard, je me suis rendue chez le docteur Morel, mon médecin de longue date. Il m'a accueilli avec chaleur, mais son visage s'est durci quand je lui ai expliqué la situation. « Votre fils ? Il ose faire ça ? Hélène, vous méritez mieux. » Il a rédigé le certificat, sans hésiter. Comme ça, ils n'auront aucune prise. Je suis ressortie de son cabinet avec le papier dans mon sac et le cœur plus léger. C'était une arme discrète, mais décisive. Mais je voulais aller encore plus loin. Antoine et Clara ne m'avaient pas seulement blessée. Ils m'avaient rabaissée, humiliée, niée. Je ne voulais pas seulement les priver de la maison. Je voulais que le monde voie leur vrai visage. Alors j'ai commencé à parler. Pas à tout le monde. Mais de façon posée. Quand une voisine me demandait si j'avais des nouvelles d'Antoine, je répondais « Oh, vous savez, il préfère que je vende ma maison pour payer son mariage. Il dit que je n'ai plus besoin d'autant de place et que je finirai bien par disparaître. » Je n'ajoutais rien. Les mots suffisaient à eux seuls. Les visages se figeaient, les chuchotements commençaient. Bientôt, tout le quartier saurait. Pas parce que j'avais crié. Parce que la vérité, une fois libérée, se répandait comme une traînée de poudre. Un soir, j'ai reçu une visite inattendue. Julien, le fils de Camille, est venu me voir. Il n'avait que 10 ans, mais déjà une maturité touchante. « Mamie, dit-il en s'installant dans la cuisine, c'est vrai que tonton veut que tu vendes la maison pour son mariage. » J'ai hésité. Puis j'ai hoché la tête. Ses yeux se sont assombris. Il n'a pas honte ? Papy a travaillé dur pour cette maison, et toi, tu t'es battu pour nous. Sa révolte sincère m'a ému. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais une force nouvelle m'entourer. Je n'étais plus seule. Ma vengeance n'était plus une affaire personnelle. C'était une manière de défendre la mémoire de Jean et les valeurs que je voulais transmettre à mes petits-enfants. Quelques jours plus tard, j'ai appris par une amie que Clara organisait un dîner entre les deux familles. Je n'étais pas invitée, bien sûr. Mais l'amie travaillait dans la salle où le repas aurait lieu. Elle m'a confié les propos de Clara, tout est déjà réglé. La maison finira chez nous. Elle est fragile, on saura bien la pousser dehors. Ces mots ont été la goutte de trop. Ils avaient franchi une ligne qu'on ne traverse pas sans en payer le prix. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie dans le salon. Et devant le portrait de Jean, j'ai murmuré « Ils veulent tout, mais ils ignorent. Le plan s'est imposé naturellement. Pas une vengeance violente. Une justice lente, implacable, propre. » J'ai attendu la date du dîner qu'ils avaient annoncé. J'ai choisi ce jour-là pour faire un geste discret, mais définitif. Le matin, je suis allée à la banque.
J'y ai clôturé le compte que j'avais ouvert au nom d'Antoine il y a des années, celui où je déposais de petits montants pour l'aider, plus tard. La conseillère m'a regardé avec étonnement. « Vous êtes sûre, Madame Dupuis ? » « Oui, ai-je répondu calmement, plus tard, c'est fini. » Ensuite, je suis passé chez le notaire pour remettre le certificat médical signé du docteur Morel. Désormais, plus rien ne pourrait être contesté. Quand je suis rentré, j'ai préparé ma maison comme on prépare une scène. Chaque photo, chaque objet avait sa place. Rien ne serait laissé au hasard. J'ai allumé la vieille radio dans la cuisine, celle que Jean réparait toujours avec patience. Sa voix enregistrée, quelque part sur une cassette oubliée, a résonné un instant. « Ne laisse jamais personne t'enlever ce que tu es. » J'ai souri. Puis j'ai enfilé ma veste, pris mon sac, et quitté la maison. Je me suis dirigé vers le restaurant où devait se tenir le dîner. Je n'étais pas invité, mais personne ne pouvait m'empêcher d'y aller. Dehors, la pluie tombait fine, un rideau d'argent sur les vitres. J'ai attendu sur le trottoir d'en face, caché sous mon parapluie. À travers les vitres embuées, je voyais les rires, les coupes levées, les gestes complices. Antoine riait, Clara rayonnait, sa mère hochait la tête avec satisfaction. Et moi, j'étais dehors, observant la scène que j'avais, sans le savoir, financé toute ma vie. J'ai sorti mon téléphone. Un simple message. Envoyé à Camille. Tout est signé. Ne dis rien encore. Laisse-les rire. Il rit sur du vide. Puis j'ai rangé le téléphone et je suis parti sans me retourner. Le lendemain, le ciel s'est ouvert sur un soleil timide. Je me suis levé tôt, préparant du café noir et du pain grillé. Mon cœur battait lentement, paisiblement. J'avais fait ce qu'il fallait. Vers 11 heures, le téléphone a sonné. C'était Antoine. Sa voix était agitée, nerveuse. « Maman, qu'est-ce que t'as fait ? J'ai reçu un appel du notaire. Il dit que t'as changé le testament, que Camille hérite de tout. Tu veux me ruiner ? » Je l'ai laissé parler. Chaque mot qu'il prononçait était une pierre qu'il lançait dans le vide. Puis, d'un ton calme, j'ai dit « Non, Antoine. Je veux simplement vivre tranquille. Et que justice soit faite. Tu appelles ça de la justice ? » Oui, ai-je répondu. Parce que la vraie justice, c'est de rendre à chacun ce qu'il mérite. Il a hurlé avant de raccrocher. Mais au fond de moi, j'étais calme. Le silence qui suivit cet appel fut comme une délivrance. J'ai rangé la tasse vide dans l'évier et j'ai regardé le jardin par la fenêtre. Le vent faisait tomber les dernières feuilles du noisetier. Elles tourbillonnaient doucement avant de toucher le sol, libre, légère. Le soir, Camille est venue me voir. Elle m'a serré longuement dans ses bras sans dire un mot. Nous sommes restés ainsi plusieurs minutes, à écouter la pluie tomber. Puis elle a murmuré, « Tu as fait ce que lui n'aurait jamais compris, tu as protégé l'amour. » Ces mots m'ont arraché une larme silencieuse. Je n'étais pas une mère parfaite, mais je n'étais plus la mère soumise qu'on efface d'un message vocal. Dans la nuit, alors que tout dormait, je me suis levée pour écrire les dernières lignes de mon cahier. Je ne voulais pas la guerre. Mais ils m'ont poussé à devenir mon propre rempart. On croit souvent que les mères pardonnent tout. C'est faux. Elles se taisent longtemps. Puis un jour, elles agissent. J'ai refermé le cahier. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi profondément. Le lendemain matin, le facteur a déposé une grande enveloppe à ma porte. C'était un faire-part. Antoine Clara. Mariage reporté jusqu'à nouvel ordre. Je l'ai lu sans sourire. Puis je l'ai glissé dans le tiroir du buffet, à côté du portrait de Jean. Le silence de la maison n'était plus celui de la solitude. C'était celui de la paix retrouvée. Et quelque part, j'ai senti que Jean approuvait. Les jours suivants, la nouvelle s'était répandue comme un feu discret mais implacable. À Amiens, tout le monde s'éveille, sans que je n'aie eu besoin d'élever la voix. Les regards avaient changé. Clara ne sortait plus sans lunettes noires. On disait qu'elle évitait le marché, qu'elle refusait les dîners de famille. Antoine, lui, était devenu une ombre.
On le voyait marcher seul, les épaules basses, le téléphone collé à l'oreille sans jamais oser appeler. Camille est venue un après-midi. Elle s'est installée à la table de la cuisine et a posé doucement sa main sur la mienne. « Maman, tu as été courageuse. Je ne savais pas que tu avais gardé ce message. » J'ai hoché la tête, le regard lointain. Il m'a blessé plus que tout. Mais c'est ce poison qui m'a donné la force de me lever. Camille a baissé les yeux. Antoine est venu me voir, a-t-elle murmuré. Il pleurait. Clara l'a quitté. Ses beaux-parents l'ont rejeté. Il dit qu'il n'a plus rien. Je n'ai rien dit tout de suite. Un mélange de tristesse et de justice s'est noué dans ma gorge. Mon fils, si perdu, si orgueilleux. Le lendemain, Antoine a frappé à ma porte. Je l'ai trouvé devant moi, amaigri, abattu, vidé. « Maman, je suis venue m'excuser. » Il ne trouvait pas ses mots. Clara est partie. Elle m'a dit que j'étais un raté. Et elle a raison. J'ai tout gâché. J'ai cru qu'en prenant ta maison, je gagnerais quelque chose. Il tremblait. Je l'ai regardé sans parler. Puis j'ai soufflé. « Antoine, ce n'est pas la maison que tu voulais. C'était ma reconnaissance. Et tu l'as piétinée. » Il s'est mis à genoux. Les larmes coulaient sur ses joues. « Je t'en supplie, pardonne-moi. Je ne mérite rien, mais sans toi, je n'ai plus personne. » Mon cœur s'est serré. Il restait mon fils. Mais pouvais-je lui tendre la main si vite, après tant de coups portés? Je lui ai désigné une chaise. « Assieds-toi. Écoute-moi bien. La maison est protégée. Tu n'y toucheras jamais. Mais si tu veux encore une place dans ma vie, il te faudra du courage. Pas en parole, en acte. » Il a hoché la tête, incapable de répondre. Ce soir-là, j'ai repris mon cahier. Et j'ai écrit. La vengeance les a mis à genoux. Mais le pardon, s'il doit venir, devra être mérité. Dehors, Amiens semblait paisible. Les voisins me saluaient autrement, avec respect, parfois même avec admiration. Et moi, je marchais droite, libre. J'avais compris une chose essentielle. On ne choisit pas les trahisons. Mais on choisit de ne pas sombrer avec elles. Antoine avait tout perdu, Clara, son image, ses illusions. Moi, j'avais regagné quelque chose d'inestimable, ma dignité. Et dans le silence de ma cuisine, entouré de rires d'enfants et de souvenirs fidèles, j'ai compris que le dernier mot m'appartenait encore. Camille continuait de venir avec ses enfants. Leur joie remplissait à nouveau les pièces. Un jour, en regardant sa fille courir dans le jardin, je me suis dit, voilà ma vraie victoire. Non pas d'avoir humilié Clara, ni même d'avoir vaincu Antoine, mais d'avoir transmis la force de tenir debout, même seul, même trahi. La maison, cette bâtisse en briques rouges, se tenait toujours fièrement. Chaque fissure racontait ma survie. Elle n'était plus une charge. Elle était mon trophée. Ce soir-là, j'ai ouvert mon cahier une dernière fois. Et j'y ai inscrit. On m'a traité d'inutile. On a voulu m'effacer. Mais ma voix, même tremblante, a su briser le silence. Car parfois, le silence d'une mère blessée vaut plus que 1000 cris. Et à celles qui m'écoutent. À vous, femmes, mères, grand-mères qu'on a rabaissées. Souvenez-vous, vous n'êtes pas faibles. Vous êtes les racines. Et si un jour, on vous dit que vous ne servez plus à rien, levez les têtes, car c'est justement quand ils vous croient effacés, que votre silence devient le cri le plus puissant.